Bonjour à tous, merci de votre intérêt pour le groupe Entreprises en santé et bienvenue à ce webinaire intitulé Bonheur et travail indissociables. Mon nom est Anne-Marie Lemay, je suis coordonnatrice Relations auprès des membres et fournisseurs au groupe Entreprises en santé. Je suis en compagnie de M. Pierre Côté, directeur de recherche chez Léger et fondateur de l'IBL, qui est partenaire de groupe Entreprises en santé. Pierre Côté, directeur de recherche chez Léger et fondateur de l'IBL. Monsieur Côté est un consultant créatif doté d'un solide jugement ainsi que d'un excellent sens de l'analyse critique et sociale qui lui permet de transposer en actions concrètes et originales des situations souvent complexes. À ce titre, Monsieur Côté a accompagné plusieurs organisations dans leur réflexion stratégique, leur orientation marketing et la mise en place de solutions créatives en communication. Conférencier, animateur et auteur, il présente plusieurs thèmes distincts de conférences, la plupart abordant la question fondamentale du bonheur dans la vie et au travail. Avant de commencer, je vous invite à regarder au bas de votre écran le menu d'options de la plateforme webinaire. Vous pourrez utiliser la section questions et réponses pour nous transmettre vos questions par écrit. Nous prendrons un moment à la fin de la présentation pour répondre à toutes les questions reçues. Sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède la parole à Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce webinaire qui va porter sur le bonheur au travail, mais sur le bonheur aussi, on va voir. Alors, évidemment, quand on parle de bonheur, l'indice de bonheur léger, nous, ce qu'on appelle l'indice de bonheur léger, qui s'appelait l'indice de bonheur au travail avant, c'est un indice qui a été créé en 2009, mais qui a été mis de l'avant avec beaucoup plus de force récemment avec léger. Juste pour vous faire une petite idée, un petit topo, un petit historique de c'est quoi cet indice-là, puis un peu c'est quoi le mot bonheur. Il faut comprendre que quand on tape le mot bonheur dans Google, c'est le nombre d'articles qui apparaît en français et en anglais. Ça, c'est quand je l'avais fait la dernière fois, c'est rendu encore plus que ça. Donc, c'est vraiment le mot à lequel réfèrent le plus de références sur la toile, sur le web. Et malheureusement, quand on consulte, je ne les ai pas tous consultés, mais quand on consulte ces articles-là, 90-95%, c'est un peu n'importe quoi, dans le sens que le bonheur est beaucoup traité de façon ésotérique et psychopop. Moi, quand j'ai parti ça, je voulais absolument pas que ce soit ésotérique et psychopop. Je voulais surtout que ce soit quelque chose de beaucoup plus scientifique, de quelque chose de beaucoup plus mathématique et de statistique. Donc, c'est quoi l'IBL, l'indice de bonheur léger? C'est l'auto-évaluation que chacun fait de son état. OK? Il faut d'abord comprendre ça. C'est pas nous, c'est pas qui déterminons le bonheur de quelqu'un d'autre, c'est chacun qui évalue son propre niveau de bonheur. Les grands spécialistes mondiaux sur le bonheur ne s'entendent pas sur grand-chose, mais ils s'entendent sur une chose, sur la façon d'évaluer le bonheur. En 2019, ça n'existe pas des scanners ou des applications téléphoniques qui vont déterminer le niveau de bonheur de quelqu'un d'autre. La seule façon valable de savoir si quelqu'un est heureux, c'est de lui demander, puis de toujours utiliser une échelle qui est la même. Donc, parce qu'on est les seuls à être capables d'évaluer notre niveau de bonheur, parce qu'en fonction de qui on est, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi ses attentes, c'est quoi le niveau de satisfaction qu'on a par rapport à notre vie, etc., etc., etc. Donc, il ne faut jamais perdre de vue que l'indice de bonheur, c'est une auto-évaluation, puis nous, à force de poser des questions, on la pose systématiquement. Donc, on arrive à déterminer un indice de bonheur québécois, à déterminer des indices de bonheur en fonction des municipalités, en fonction des segments de la population, en fonction de la sociodémographie. On arrive aussi à le faire en fonction du travail également. Donc, c'est quoi en chiffres pour qu'on se situe? L'indice de bonheur a été lancé en 2006 sous le nom de IRB, Indice relatif de bonheur. On est devenu au fil des années une sorte d'observatoire social indépendant parce qu'on a posé, on est rendu à plus de 1000 questions à 200 000 Québécois interrogés. Et une chose qui est assez fondamentale qu'il faut bien comprendre là-dedans, je travaille pour Léger. Dans 95% des cas, léger, si on pose une question, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui paie pour avoir la réponse. Mais moi, pendant des années, j'étais seul
J'ai jamais voulu que personne m'impose une question parce que je voulais sonder un peu tout ce qui se passe, puis tout ce qui peut influencer le bonheur. Donc, que ce soit par rapport à la peur de mourir, par rapport à toutes sortes d'éléments qui nous concernent, je voulais aller dans des zones où on va moins souvent pour être capable de voir, y a-t-il des interrelations, y a-t-il des relations de cause à effet entre, ou des corrélations entre tel comportement, telle valeur, telle attitude et le niveau de bonheur des gens. Donc, avec le temps et avec l'ensemble des données qu'on a eues, on a pu déterminer 25 facteurs d'influence du bonheur. On a pu les pondérer du plus important au moins important. On a développé l'indice de bonheur au travail. On a lancé le palmarès des villes les plus heureuses qu'on a relancé récemment avec Varennes, qui était la ville où les gens s'évaluaient le plus heureux. Et en 2018, l'IRB, l'IRBT sont devenus la propriété de Léger, d'où les nouvelles appellations indice de IBL et IBLT, indice de bonheur léger et indice de bonheur léger au travail. Bon, maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport au travail, parce qu'on va voir aussi des chiffres par rapport au sondage qu'on a fait avec les membres de groupe Entreprises en santé, juste pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Les grandes questions que tout le monde se pose, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est pas vrai. C'est évident que l'argent contribue au bonheur. Ce que vous avez dans l'histogramme, c'est tout le temps l'indice de bonheur et c'est toujours sur 100. OK? Et ce que vous avez en bas, c'est l'échelle de salaire des gens déclarés. Donc, systématiquement, quand on pose ces questions-là, on analyse l'indice de bonheur des gens en fonction du revenu déclaré, il y a toujours environ 10-11 points d'écart entre ceux qui déclarent les plus faibles revenus et ceux qui déclarent les plus hauts revenus. On s'entend. Il y en a qui gagnent 20 000 qui sont parfaitement heureux, d'autres qui en gagnent 150 000 puis qui sont malheureux comme les pierres. Mais ce que ça dit, c'est que c'est un contributeur. L'argent, c'est un contributeur important. C'est le 5e facteur sur les 25 analysés. Donc, c'est préférable d'en avoir un peu que pas d'en avoir pantoute, mais on se rend compte qu'on est capable de mesurer l'impact des choses. On est capable de savoir par rapport à ça, l'argent, c'est-tu important? Oui, puis c'est important jusqu'à quel niveau? On va y revenir éventuellement un peu plus tard quand on va parler de travail. Bouger contribue au bonheur, on le sait. La santé, c'est le 2e facteur d'influence de bonheur. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Et un des éléments, les gens nous disent tout le temps, pour améliorer leur niveau de santé, c'est l'exercice physique. C'est tout le temps la grande problématique, mais on n'en fait pas beaucoup. Puis vous avez ici les indices de bonheur en fonction du fait qu'on ne fasse jamais d'activité physique ou qu'on en fasse 4 à 7 fois par semaine. Donc, ce que ça dit pas qu'on va être automatiquement plus heureux si on fait 4 à 7 fois d'activité physique par semaine. Mais ça dit que tu mets plus de chances de ton côté. Ça veut dire que, il y en a qui font jamais d'activité physique qui sont très heureux, puis d'autres qui font des triathlons puis qui sont malheureux. Mais si tu fais de l'activité physique, OK, tu contribues à ta santé et tu te donnes plus de chances pour être heureux. Donc, c'est un contributeur, la santé en général, mais plus spécifiquement l'activité physique. L'importance des repas, j'en parle souvent parce qu'on se demande tout le temps, moi, c'était l'heure des repas à l'époque, c'est devenu peut-être la minute des repas, mais il y a une statistique qui me fascine qu'on a demandé, 50% des foyers québécois confirme que la télévision est toujours ouverte dans la cuisine. Et ça, je ne compte pas les appareils, les téléphones, les portables, les ordinateurs. Donc, le repas, c'est une des seules places qu'on a pour communiquer avec nos proches. Puis quand on demande aux gens, est-ce que ça t'arrive de préparer puis de partager des repas avec tes proches? Vous avez ici le résultat, dans le sens que plus souvent on le fait, plus l'indice de bonheur de ces gens-là est élevé. Ce que ça veut dire, ce n'est pas nécessairement ce qu'on met dans les assiettes, mais c'est surtout le temps qu'on prend pour partager avec les gens qui nous entourent, s'intéresser à ce qui se passe dans leur vie, qu'eux autres s'intéressent à ce qui se passe dans la nôtre, etc. En fait, le bonheur, si on veut résumer ça assez simplement, c'est 2 morceaux de casse-tête. Il y en a un, le gris, c'est la vie réelle, puis le rouge, c'est la vie rêvée. Alors, il faut que vous soyez capable de faire entrer un morceau de casse-tête dans l'autre. Si vous n'êtes pas capable, vous êtes foutu, vous ne serez jamais heureux. Désolé de vous dire ça. Parce que vous allez toujours courir après votre bonheur. Il faut absolument, c'est souvent à cause des attentes, dans le sens que les attentes sont beaucoup trop élevées, puis on a tendance à tout le temps vouloir ce qu'on n'a pas et courir après ce qu'on n'a pas, au lieu de valoriser ce qu'on a puis d'essayer de s'en contenter. Il y a un grand spécialiste mondial qui dit qu'il existe deux méthodes seulement selon lesquelles chacun de nous peut essayer d'être plus heureux. Rapprocher ce que nous avons de ce que nous désirons et ce que nous désirons de ce que nous avons. Donc, à quelque part, s'organiser pour que sa vie rêvée soit très proche de sa vie rêvée, soit très correspondante à sa vie réelle. Et si vous avez des doutes par rapport à ça, parce que nous, on calcule tout, il n'y a rien que je vais vous dire qui n'a pas été calculé. La question qu'on pose, c'est est-ce que actuellement tu réalises la vie dont tu rêvais. Et vous avez l'indice de bonheur des gens en fonction qu'ils soient tout à fait d'accord ou pas du tout d'accord avec cette mention-là. Donc, il y a 39 points d'écart de l'indice de bonheur des gens entre le fait de réaliser sa vie
dont on rêve et ne pas la réaliser du tout. Donc, à quelque part, c'est fondamental. C'est d'ailleurs le premier facteur d'influence de bonheur qui est l'accomplissement. C'est très large, ça englobe beaucoup d'autres facteurs, mais c'est essentiel. Et vous allez voir, l'accomplissement, c'est le premier, la réalisation de soi, si on veut, c'est le premier facteur d'influence aussi au niveau du travail. Bon, l'importance de l'amitié, on a réussi à déceler que le réseau d'amis véritables était directement lié à notre niveau de bonheur. Puis vous avez ici l'indice de bonheur des gens en fonction qu'il n'y ait aucun, un seul, deux ou quatre amis véritables et plus. Donc, on voit que c'est vraiment important. Il y en a qui disent que c'est fondamental. On est allé dans la chambre à coucher, puis d'habitude, je donne cette conférence-là live. Ça, c'est le moment où les gens rient un petit peu parce qu'on a demandé aux gens c'est quoi la fréquence des relations sexuelles. Donc, vous voyez ici, moins d'une fois par semaine, les bonheurs de ces gens-là, c'est 73, 77, une à deux fois, 80, deux à trois fois, 80, quatre à six fois, 81 tous les jours. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'après deux fois, c'est correct. OK, on n'a pas besoin de le faire plus souvent. C'est de la gaspille. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas plaisir à le faire plus souvent, mais ça veut dire que ça ne contribue plus au bonheur. En fait, pourquoi je vous parle de tous ces éléments-là, de l'argent, pourquoi je vous parle de l'amitié, pourquoi je vous parle des relations sexuelles ou de la fréquence des relations sexuelles, c'est pour expliquer un principe assez fondamental au niveau du bonheur, qui a été développé par un Américain au niveau de l'argent, mais en développant, nous autres, en posant beaucoup de questions, on s'est rendu compte que ça s'applique à absolument tout ce qui se calcule, tout ce qui se compte par rapport au bonheur, c'est la même chose. Aussitôt quand on n'a rien, notre indice de bonheur en bas, la courbe est très faible, et aussitôt qu'on commence à acquérir des choses, notre niveau de bonheur monte graduellement et rapidement jusqu'à temps qu'il atteigne un plateau qui n'est pas le même pour personne. Et une fois qu'on a atteint ce plateau-là, ce seuil de satiété-là, on a beau en rajouter ça ne change plus au niveau du bonheur. Quand on regarde l'argent, aux États-Unis, c'est à partir de 80 000 ici, c'est à partir de 100 à cause de l'échange. À partir de 125 000 qu'on a beau avoir 150 175 000 ça ne change plus rien au niveau du bonheur. Même chose au niveau du nombre d'amis. Quand on arrive à 6, 7 amis véritables, ça n'a plus aucune incidence. Au niveau des relations sexuelles, c'est comme ça. Que vous ayez 4 chars, excusez le terme, ou 3 maisons, ça ne change pas le niveau de bonheur. Ce n'est pas supposé, dans le cas, de le changer parce que votre seuil de satiété est atteint depuis longtemps. Et ce qu'on remarque à la fin, aussitôt qu'on voit des comportements de dépendance, surtout par rapport à l'argent, des comportements cupides, le niveau de bonheur chute. Alors, il est fascinant de constater que le trop n'apporte jamais plus de bonheur, que l'abondance n'est pas un facteur d'influence et que la quantité ne compense que très rarement la qualité. Rapidement, il y a tout le temps beaucoup plus de femmes qui assistent à cette conférence-là. Ben, les femmes s'évaluent plus heureuses que les hommes. C'est vrai au Québec, c'est vrai au Canada, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai partout dans le monde. Okay? Donc, c'est de 2 à 3 points. Bon, il y a des explications qui varient, mais pour moi, c'est parce que les femmes sont beaucoup plus proches de leurs émotions, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus intenses également, et surtout, elles communiquent mieux ce qu'elles ressentent. Donc, et je crois qu'elles sont plus intenses, donc elles apprécient davantage la vie, les moins bons comme les meilleurs côtés, mais les hommes, le petit jardin secret ou la marge de manœuvre que se laissent les hommes pour leur petit jardin secret ne les aide pas. On va parler de bonheur et de travail parce que c'est fondamental. C'est le quatrième facteur. Pour moi, un travail, c'est beaucoup plus qu'un salaire que l'on gagne. C'est d'abord un milieu de vie. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, la conférence ne sert strictement à rien. Dans le sens que on se rend compte rapidement que c'est un milieu de vie. Puis si c'est un milieu de vie, à ce moment-là, il y a toute une dynamique qui s'installe, comme dans la vie en général. Bon, c'est un milieu plus petit, avec des gens qu'on n'a pas le choix nécessairement avec qui de travailler, de composer, mais c'est un milieu de vie avec des femmes, des hommes, des boss, des collègues, OK, avec toutes sortes d'éléments qui sont un peu la même affaire que dans la vie. Donc, si on pense que c'est juste un salaire, on va avoir de la misère au niveau du bonheur au travail, vous allez le voir tantôt. Mais si on pense que c'est d'abord un milieu de vie, il y a des choses qu'il faut prendre en considération parce que 40 ans de travail, moi, j'ai fait un calcul, c'est 75 000 heures passées au bureau. Je peux aussi bien vous dire que c'est pas mal mieux que ces heures-là soient agréables plutôt que ces heures-là soient pénibles parce que si vous regardez, c'est l'indice de bonheur des gens en fonction du fait qu'ils ne soient pas du tout satisfaits ou très satisfaits de leur travail. 54 à 83. 29 points d'écart entre du bonheur personnel, entre le fait d'être satisfait ou non de son travail. Alors, on a intérêt à ce que le travail nous plaise, parce que s'il ne nous plaît pas, on n'est pas vraiment satisfait ou pas du tout satisfait, c'est pas vrai que ça ne nous influence pas dans notre bonheur en général, c'est pas vrai que ça ne nous influence pas quand on arrive à la maison, et c'est pas vrai que ça n'influence pas le bonheur des gens qui nous entourent.
il y a 80% des gens qui prétendent qu'il est impossible d'être heureux sans avoir un travail qui les satisfasse, qui les satisfait pleinement. Donc, c'est essentiel. Et c'est pour ça qu'il faut mettre toute l'emphase pour que le travail soit à quelque part une source, ou du moins, on n'est pas obligé de se taper la tête d'un mur tellement qu'on s'amuse, mais il faut que ce soit une période où on est bien. Parce que le sens du travail, quand on regarde, on demande aux gens, c'est quoi? Pourquoi le travail est si important que ça? Ben, c'est pour les mêmes raisons que dans la vie en général. Une façon de se réaliser, de s'accomplir, 38%, c'est l'accomplissement. On veut être accompli dans la vie, c'est le premier facteur d'influence dans la vie en général. C'est le premier facteur aussi d'influence dans le bonheur au travail. On veut se sentir utile et contribuer, la deuxième raison, et ça, c'est fondamental. Les gens ont besoin de comprendre que la tâche sur laquelle ils travaillent sert une cause plus grande que la seule tâche pour laquelle ils travaillent. Ils ont besoin de savoir que leur implication sert une cause plus grande. Donc, ils veulent contribuer, se sentir utile. Ils veulent évidemment socialiser puis être reconnus. Ça, c'est fondamental dans la vie en général, mais encore plus au niveau du travail. Et on va voir au niveau de la reconnaissance comment ça fait pitié dans les organisations. Il y a 4 dimensions du travail. Et si vous regardez, il y a une pyramide qui est là. Si on regarde, on part de la base de la pyramide, il y a 3 éléments. Les 3 premiers éléments, il n'y a aucun problème. L'organisation, ça veut dire les opérations, les tâches, la structure, les politiques. Donc, habituellement, ça va bien, OK? Une organisation qui veut fonctionner dans la vie, il faut que ses opérations, ses tâches, la structure et ses politiques soient claires. Il y a les outils, c'est essentiel, que ce soit l'équipement, la technologie pour être capable de faire son travail, d'être à la fine pointe, pour être capable d'être performant et d'être correct dans notre marché. Il y a les aptitudes, donc c'est les qualifications des compétences. En principe, tout le monde a des études, a des expériences, ils ont été testés, ils ont été mis en entrevue. Donc, tout ça se contrôle. L'organisation, les outils, l'aptitude se contrôlent. Là où tout le monde se casse les dents, toutes les organisations se cassent les dents, c'est au niveau de l'attitude, la volonté de l'employé à donner un bon rendement. Et c'est là-dessus qu'on a tout le temps hésité ou évité d'aller parce que c'est compliqué, parce qu'il faut aller plus loin que juste. Le gymnase, c'est fantastique. Mais ce n'est pas le gymnase qui va régler le problème relationnel à l'intérieur de l'organisation. On va passer peut-être 1 heure dans le gymnase 2-3 fois par semaine, mais on va passer beaucoup plus de temps sur notre bureau avec des collègues que dans le gymnase. Donc, l'attitude, c'est important parce que l'attitude entraîne des déviances. Okay? C'est l'attitude qui entraîne les plus grandes déviances qui sont relatives à la production, partir en vacances, pauses excessives, gaspillage des ressources, relatives aux politiques, favoritisme, commérage, corruption, à la propriété, sabotage, vol, heures travaillées déclarées ou heures non travaillées déclarées. Puis relative aux collègues, harcèlement, agression, vol. Donc, le bonheur au travail, c'est du 50-50. Okay? Il y en a des fois qui me disent c'est la job du boss. Eh, mon Dieu Seigneur. Puis il y a des boss qui disent hey, je les paye. OK? On part bien, bien mal. Quand cette dynamique-là est à l'intérieur d'une organisation, on part très, très mal parce que s'il n'y a pas une volonté commune, conjointe, d'arriver à créer un environnement qui est positif, on n'y arrivera jamais. Ça te prend tout part de la bonne volonté et on va le voir plus tard de certains niveaux d'ouverture, autant de l'employeur que de la part des employés et les employés par rapport à l'employeur, les employés entre employés et les employeurs par rapport aux employés. Le climat de travail et le bonheur, c'est fondamental. Vous avez ici, on a demandé aux gens, c'est quoi le climat de travail dans lequel ils travaillent, puis on a croisé ça avec leur niveau de bonheur général. Vous voyez, la courbe est presque directement proportionnelle, donc il faut absolument que le climat soit bon, sinon le niveau de bonheur est impacté de façon importante. Et quand on leur demande, on a fait la même chose, est-ce que ça vous arrive de caler malade? Bon, il y a certainement des gestionnaires parmi vous qui nous écoutent. Ceux qui disent qu'ils ont un très bon employeur, ils sont 11% à dire que ça leur arrive quelquefois ou souvent de caler malade. Ceux qui ont un mauvais employeur, 40%, 4 fois plus. Là, si vous regardez, il y a des scènes et des piastres, là, OK? Puis au niveau de la productivité, au niveau du remplacement, tout ce que ça peut causer parce que l'employeur n'est pas un bon employeur, parce qu'il n'y a pas une bonne relation avec ses employés. La dépression, on s'entend que ça peut prendre sa source un peu partout, mais souvent, ça prend sa source au niveau du travail. Vous avez des chiffres qui apparaissent sur l'écran, mais c'est la première cause d'absentéisme en 2020 selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais ce qui est assez fascinant de voir, c'est que ceux qui ont déjà eu une phase dépressive, quand on les suit un petit peu plus longtemps, on se rend compte que même s'ils sont en phase dépressive, leur indice de bonheur général
traînent de la patte. Ils sont 8 points en dessous de ceux qui n'ont jamais eu à vivre des sessions, des périodes difficiles ou des périodes dépressives. L'épuisement professionnel, c'est des chiffres officiels, c'est 15 de la productivité d'une entreprise qui s'en va là-dedans. 15 de la productivité d'une entreprise, ce sont vos profits. Alors, c'est absolument important d'essayer d'éviter ça. L'harcèlement psychologique, moi, ça m'a tout le temps fasciné quand j'ai vu ça, parce qu'on a demandé, bon, est-ce que ça t'arrive d'être harcelé psychologiquement? Bien, ceux qui disent souvent, ils ont un indice de bonheur de 61,9, ceux qui disent jamais 81,7. Donc, 20 points d'écart entre subir souvent ou jamais du harcèlement psychologique. Et quand on regarde, c'est quoi ça, le harcèlement psychologique? Bien, c'est du sarcasme, c'est de l'ironie, c'est des gags plates qui sont tout le temps faites aux mêmes personnes, et on sait c'est qui, on les connaît. Mais on ne fait rien pour changer. Donc, la personne, ou du moins, on ne contribue pas à modifier une dynamique qui n'est peut-être pas positive. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde au travail. On est une société. Dans la société, on n'aime pas tout le monde. Au travail, c'est pareil, mais on n'est pas obligé d'écœurer le monde. On n'est pas obligé de faire en sorte qu'il y en ait qui se sentent tellement mal que c'est sûr que le lendemain, eux autres, s'ils peuvent coller malade, ils vont coller malade. En fait, quand on regarde ça, c'est 60 seraient tentés d'accepter un travail dans une autre organisation, 26 d'entre eux seraient fortement tentés. Et quand on leur demande, ben pourquoi tu veux partir dans une autre organisation, climat et conditions de travail, la première chose. Donc, ça veut dire que si les conditions ne sont pas bonnes, tu fais juste attendre, OK? Tu regardes un peu à gauche puis à droite, puis aussitôt que tu vas trouver une place où tu penses que tes conditions vont être meilleures parce que, bon, tu n'apprécies pas là où tu es, tu vas partir. La deuxième raison, diminution du stress. Troisième, possibilité d'apprendre. Encore l'accomplissement de se réaliser, de découvrir. Puis je ne vous dis pas que les bénéfices marginaux et la rémunération, ce n'est pas important, mais ce n'est pas dans le top des raisons pour lesquelles on veut quitter notre emploi. Bon. L'autre élément, rapidement, la notion de plaisir, c'est la deuxième valeur des Québécois. C'est Job Boom qui nous avait mandaté pour faire une étude sur les valeurs des Québécois par rapport au travail. Puis la notion de plaisir est la deuxième valeur des Québécois par rapport au travail. Évidemment, plus les gens sont jeunes, plus cette valeur-là est importante et plus les gens vieillissent, moins elle est importante. Donc, tout ce qu'on dit par rapport aux milléniaux, là, puis les milléniaux, moi, je les aime beaucoup, dans le sens qu'ils n'ont pas la même relation au travail que moi, le boomers, j'ai pu avoir. Donc, oui, ils veulent travailler, mais ils veulent avoir du plaisir. OK? Donc, du plaisir, ça veut dire dans la tâche qu'ils font, ça peut être aussi dans les relations qu'ils ont avec les collègues, beaucoup dans toutes les activités complémentaires ou sociales qui peuvent se faire. Donc, il faut trouver des façons pour que le plaisir soit présent au niveau du travail. Parce que on demande tout le temps, quand on pose des questions, on demande tout le temps dans la dernière année, est-ce que ton niveau de bonheur s'est détérioré ou s'est amélioré? Bien, ceux qui disent qu'ils ont des très bonnes relations de travail, ils sont 54 à dire que leur niveau de bonheur s'est amélioré, 11 qui s'est détérioré. Et ceux qui disent qu'ils ont des mauvaises relations de travail sont, bon, le graphique est complètement inversé. 23 qui disent que leur niveau de bonheur a augmenté, mais 28 davantage qui disent que leur niveau de bonheur s'est détérioré. Donc, on arrive avec un indice de bonheur léger au travail, l'IBLT, qui a été créé. Et présentement, au moment où on se parle, parce que ça bouge constamment, l'indice de bonheur au travail au Québec est à 71,19. Est-ce que c'est bon? C'est plus faible que l'indice de bonheur général qui est autour de 75. Donc, ça veut dire que peut-être que globalement, notre travail tire peut-être un petit peu notre bonheur vers le bas. Maintenant, qu'est-ce que ça dit? L'IBLT en fonction des types d'organisations, parce que, bon, nous autres, maintenant, ce qu'on crée, c'est une banque de données qui va devenir de plus en plus phénoménale, où on est capable de faire de la comparaison. C'est ça qui est important, dans le sens que c'est bien beau de dire qu'on est heureux à tel niveau, mais il faut se comparer avec des comparables. Et on se rend compte que la place, l'endroit, le type d'organisation où l'indice de bonheur au travail est le plus élevé, c'est les OBNL et les coopératives à 75,85. Et ça descend comme ça. La petite entreprise, 50 employés moins, arrive en deuxième position avec 73. La fonction publique municipale, la fonction publique provinciale, la grande entreprise, la société d'État, les moyennes entreprises, la fonction publique fédérale et multinationale. Donc, présentement, c'est ça le portrait. Donc, ce qu'on se rend compte, tout ce qui s'appelle grande entreprise, à partir de grande entreprise, OK, quand on regarde l'ensemble des facteurs et l'ensemble des dimensions, tous les facteurs et à peu près toutes les dimensions sont négatives. Il y a tout le temps un élément sur lequel ils se démarquent, c'est la rémunération. Donc, ils ont les capacités de rémunérer les gens. Donc, oui, c'est un pouvoir d'attraction, mais ce n'est pas un pouvoir de rétention. Mais toutes les autres, aussitôt que c'est des plus petites organisations, on se rend compte que le niveau de bonheur au travail est plus élevé. Qu'est-ce que ça dit
quand on regarde avec les 406, parce que quand on a envoyé le lien pour répondre au sondage IBLT, il y a 406 répondants qui l'ont fait. Donc, oui, les membres, puis j'espère, s'il fallait que ce soit l'inverse, ce serait terrible, vu que vous êtes des gens qui s'intéressaient à toute la notion de santé au travail. Donc, l'indice de bonheur au travail des 406 répondants du groupe Entreprise à santé est à 74,28 versus 71,19 pour l'ensemble des travailleurs, toutes catégories confondues. Et quand on regarde l'ensemble, le bonheur général, ici, l'IBLT, etc., c'est l'IBL, bien, vous évaluez aussi plus heureux d'un point de vue personnel que l'ensemble des travailleurs québécois. Ça, en soi, c'est des très bonnes nouvelles. Maintenant, quand on regarde plus spécifiquement au niveau des facteurs, il y a 6 facteurs, nous, qu'on utilise, qui servent dans lequel il y a un algorithme qui a été développé. Et quand on remplit le questionnaire sur le site, OK, c'est ce qui vous redonne une note, OK, qui vous donne votre indice de bonheur au travail. C'est en fonction de ces 6 facteurs-là. Et pourquoi ils sont en ordre comme ça? C'est pour leur impact sur le bonheur au travail. Donc, la réalisation de soi, c'est le plus important. Les relations de travail, reconnaissance, responsabilisation, rémunération et sentiment d'appartenance. Donc, on a, nous, développé un algorithme qui donne un poids différent à chacun de ces facteurs-là pour être capable d'arriver à calculer un indice de bonheur. Qu'est-ce que ça dit maintenant quand on regarde l'ensemble? Ici, en jaune, vous avez l'ensemble des travailleurs québécois et en gris, les résultats de groupes entreprises en santé. Donc, évidemment, vous avez un indice de bonheur au travail plus élevé. Ça se traduit par, oui, l'ensemble des gens à qui je parle se réalisent davantage que l'ensemble des travailleurs québécois. Bizarrement, étrangement, puis ça, c'est pas tellement positif, au niveau des relations de travail, votre évaluation des relations de travail est plus faible que l'ensemble des travailleurs québécois. Et quand on parle de l'ensemble des travailleurs québécois, il y a autant des mécaniciens que des gens qui travaillent dans des industries. Donc, c'est un peu surprenant, ce deuxième facteur-là. Vous avez un niveau de reconnaissance qui est plus élevé. Forcément, si on regarde au bout, votre sentiment d'appartenance est plus élevé également. Et ce qu'on se rend compte, ici, quand on regarde, je ne sais pas si vous voyez ma souris, quand on regarde la reconnaissance et le sentiment d'appartenance, ces 2 facteurs-là sont presque toujours corrélés. En fait, aussitôt que la reconnaissance bouge, en plus ou en moins, le sentiment d'appartenance bouge presque dans la même proportion. En fait, ce que ça dit, c'est que si tu ne me donnes pas de reconnaissance, pourquoi je te donnerais mon appartenance? Donc, plus la reconnaissance est forte, plus le sentiment d'appartenance des gens face à leur organisation va être fort. Et vous avez ici la responsabilisation qui est toujours le facteur le plus fortement évalué dans les organisations et la rémunération. Donc, les gens de groupes entreprises en santé sentent qu'ils ont plus de responsabilités dans leur travail, évaluent favorablement leur rémunération, puis forcément leur sentiment d'appartenance également est plus favorable. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. Et quand on regarde plus loin, quand on regarde maintenant les 8 dimensions majeures, il y a 8 dimensions sur lesquelles on travaille, nous, par rapport à cet indice de bonheur au travail-là. C'est ces 8 dimensions-là. Donc, l'ouverture. Quand on parle d'ouverture, on veut dire quoi? C'est l'ouverture par rapport aux nouvelles idées, par rapport aux nouvelles façons de faire, par rapport à c'est vraiment une attitude de ne pas se retrouver fermé, de vouloir quelque part penser qu'il y a des choses qui peuvent arriver, puis parce que fondamentalement, s'il n'y a pas d'ouverture, que ce soit au niveau des employés entre eux, que ce soit des employés par rapport aux employeurs, s'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien qui peut arriver. Il n'y a rien qui peut se créer. L'ouverture est l'élément fondamental de base par rapport à ce qui s'appelle le bonheur en général et aussi par rapport à ce qui s'appelle le bonheur au travail. La civilité qui est vraiment maintenant très tendance, OK? Est-ce que les gens sont polis? Est-ce que les gens s'adressent à toi correctement? L'organisation du travail, est-ce que j'ai une organisation au niveau du travail qui me permet d'être efficace? Le niveau de collaboration. Puis quand on dit collaboration, c'est collaboration entre les départements, entre les groupes, entre les individus et entre la direction, puis les différents départements. Le dynamisme. Est-ce que l'entreprise met tout ce qu'il faut pour que l'environnement soit positif? Est-ce qu'elle a une vision à laquelle on adhère? La 6e dimension, c'est les possibilités d'avancement qui sont très faibles, on va le voir. La 7e, c'est l'équité. Est-ce que les décisions dans mon entreprise sont prises de façon équitable? Parce qu'aussitôt qu'on se rend compte que les décisions ne sont, en tout cas, c'est pas perçu comme étant équitable, ça a forcément une incidence sur le bonheur au travail. Et le 8e, qui est
absolument incontournable en 2019, encore davantage quand on a des plus jeunes travailleurs, des milléniaux, même un peu plus, les X, on va les appeler. C'est important que l'organisation fasse preuve de souplesse par rapport à la conciliation du travail et de la vie personnelle. Maintenant, ça dit quoi comme résultat quand on regarde l'ensemble des membres du groupe Entreprise en santé? Bien, vous avez un score parfait par rapport aux 8 dimensions. Donc, pour les 8 dimensions, vous évaluez plus fortement chacune d'elles, que ce soit au niveau de l'ouverture, que ce soit au niveau de la civilité, puis on se rend compte aussi au niveau de la civilité que ça va bien dans les organisations. La civilité est quelque chose à laquelle on accorde quand même beaucoup d'importance. L'organisation du travail, qui est un facteur plus faiblement, une dimension plus faiblement évaluée, un peu plus fortement par les membres. Le niveau de collaboration qui est à peu près égal entre les membres, vous, et l'ensemble des travailleurs. Dynamisme, vous travaillez, vous évaluez que vos organisations sont plus dynamiques que la plupart des travailleurs au Québec, que les possibilités d'avancement sont également meilleures que l'ensemble des travailleurs, que les décisions sont, bon, c'est assez proche au niveau de l'équité, et la conciliation travail-famille, vous évaluez ce facteur-là plus fort que l'ensemble des travailleurs québécois. Donc, c'est des notes qui sont, c'est des résultats qui sont positifs par rapport au groupe Entreprise en santé. Très honnêtement, je me serais attendu peut-être à des résultats encore plus forts, compte tenu que tous ceux-là qui ont répondu au sondage, ce sont des gens qui sont membres, quelque part, de groupe Entreprise en santé et que pour qui la notion de santé autant santé physique que santé mentale, que santé ou bien-être ou bonheur, devrait être important. Donc, c'est des résultats qui sont bons, mais compte tenu de l'échantillon et de qui vous représentez, ça aurait possiblement pu être un petit peu plus fort. Mais là, vous avez droit à votre opinion et peut-être que j'aimerais vous entendre là-dessus tantôt. Maintenant, qu'est-ce qu'on calcule aussi en dernier? C'est le taux de recommandation nette. C'est quoi le taux de recommandation nette? C'est la 15e question du questionnaire. OK? On le fait nous pour tout l'ensemble des sondages qu'on fait. C'est qu'on le sait que dans une organisation, on leur demande est-ce que tu recommanderais ton entreprise ou ton organisation à des amis, des collègues, des connaissances? Donc, il y a tout le temps, on leur demande 1, c'est non, pantoute, OK, puis 10, oui, je serais prêt à les vendre à n'importe qui, n'importe quand. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que ceux qui répondent 6 et moins, on appelle ça des détracteurs. C'est des gens qui ne vous aideront pas. C'est des gens qui ne parleront pas en bien nécessairement de l'organisation. Puis ensuite, les passifs, ceux qui ont répondu 7 ou 8 sur 10, qui ils ne vous nuiront pas, mais ne vous aideront pas. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les promoteurs, ceux qui ont répondu 9 et 10. Donc, ça, c'est vraiment des ambassadeurs. C'est des gens qui vont propager la bonne nouvelle, qui vont dire, oui, regarde, dans mon organisation, je cherche du monde. Ça va être des méchants bons vendeurs pour vous autres. Donc, le taux de recommandation nette, c'est très, très simple. OK? On prend le pourcentage de promoteurs que vous avez ici à droite, OK, dans le sens que 42 pour l'ensemble des 406 répondants de groupes entreprises en santé, il y en a 42 qu'on considère comme étant des promoteurs. Il y en a 30 qu'on considère comme des passifs et 28 comme des détracteurs. Donc, le calcul est simple, c'est 42 moins 28 égale le NPS et le Net Promoter Score, okay, donc on appelle le taux de recommandation net. Donc, on arrive avec un taux net de recommandation de 14 C'est pas mauvais du tout parce que l'ensemble de la moyenne des Québécois, c'est un taux net de recommandation de 4 alors qu'il est à 14 pour les groupes entreprises en santé. Donc, il est à comment dans votre organisation? Ça, c'est une chose qui est toujours possible de savoir. En fait, ce qu'on fait quand on présente ça, vous avez eu les résultats pour l'ensemble des jamais, je reviens un petit peu aux facteurs. Puis quand on fait le test de l'indice de bonheur au travail dans une organisation, vous avez, chacun des participants reçoit sa propre note, comme vous l'avez fait, OK? Mais les dirigeants, qui est tout à fait anonyme, mais l'ensemble des dirigeants reçoivent les résultats pour l'ensemble. Ils reçoivent l'indice de bonheur au travail, l'indice de bonheur général, les 6 facteurs, les 8 dimensions, mais ils l'ont aussi par segment. Donc, vous déterminez pour votre entreprise quel segment vous voulez qu'on vérifie. Donc, c'est-tu par département, c'est-tu par type d'emploi. Donc, vous avez vraiment, pour chacune des choses, OK, le résultat global, mais le résultat. Donc, vous savez tout de suite, c'est quoi notre bonheur au travail, est-tu fort ou faible? Il est fort auprès de qui? Il est faible auprès de qui? C'est qui les facteurs? C'est lesquels les facteurs qui sont plus problématiques et c'est lesquelles les dimensions pour lesquelles on a des problèmes et on a-tu un bon taux de recommandation net? Donc, c'est un peu ça que ça fait, l'indice de bonheur au travail. C'est quelque chose qui, pour nous,
moi, quand j'ai commencé à parler de ça en 2009, on me regardait bizarrement. Je vous en cache pas. Mais maintenant, de plus en plus, on voit que c'est tendance. Il y a beaucoup plus de gens maintenant qui en parlent sans être trop gênés. Ça fait partie. On voit bien qu'avec le taux de rétention qui est excessivement difficile, avec la pénurie de main-d'œuvre, qu'il faut travailler sur d'autres éléments. Il faut vraiment travailler sur le bien-être des gens. Et par rapport à la rétention, parce on présente d'autres sondages par rapport à la rétention, quand on demande aux employeurs c'est quoi les éléments pour retenir les gens, les trois premières qualités, les trois premiers éléments, c'est trois éléments qui réfèrent à l'attention que l'on porte à nos employés. Donc, plus on porte de l'attention à nos employés, plus on risque de les garder puis au moins on risque de les voir partir ailleurs. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai pris 30 minutes exactement, c'est ce que j'avais. Alors, voilà. Donc, maintenant, est-ce que vous avez des questions? Alors, Anne-Marie, je te transfère la rondelle, comme on dit. Parfait, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation complète et très instructive. Avant de passer à la période de questions, je vous rappelle que vous êtes invité à les poser dans les questions et réponses de la plateforme du webinaire au bas de votre écran. Alors, on a une première question. Oui, on a une des premiers commentaires qui demandaient si la présentation était pour être disponible à la fin du webinaire. Alors oui, moi, j'envoie à tout une copie du lien pour réécoute et le PDF de présentation va être envoyé à tous les participants. Alors, j'ai aussi une autre question d'une participante qui dit, est-ce possible d'évaluer financièrement les gains en productivité liés à l'accroissement du bonheur au travail des employés et comment et y a-t-il des outils? Écoutez, nous, ce qu'on a, si vous allez sur le site d'indicedebonheur.com, dans l'onglet pour le bonheur au travail, on a même développé un calculateur de gains en productivité lié à l'accroissement du bonheur au travail. C'est comme si c'est très, très simple. C'est comme si vous rentrez des éléments pour calculer votre prêt hypothécaire. Donc, vous rentrez votre taux de main-d'œuvre, votre chiffre d'affaires, l'indice de bonheur que vous pensez avoir, ou du moins le nombre de points que vous aimeriez augmenter. Et tout se calcule automatiquement. Ça calcule les gains en productivité, puis les gains en non-productivité. C'est fait avec un comptable de chez Mallette. C'était fait en respectant les hypothèses les plus conservatrices. Et ce que ça donne une idée, on ne garantit pas que ça va être ça, mais ça vous donne une idée que d'augmenter le niveau de bonheur au travail d'une organisation, ça va la rendre forcément plus productive et plus rentable. Donc, c'est possible de calculer ça en allant sur le site indicedebonheur.com, sur le volet bonheur au travail. On a une autre question qui dit, existe-t-il des différences marquées entre les résultats, entre les catégories d'âge? Donc, on en a glissé un mot un petit peu entre les milléniums et les... Alors, si c'était possible juste d'en parler un peu plus. L'indice de bonheur au travail croît beaucoup avec l'âge, mais il y a des facteurs qui font la relation inverse. C'est tout le temps surprenant de voir que les milléniaux sont ceux qui considèrent que les relations de travail sont les meilleures et les plus âgés considèrent que les relations de travail sont les pires. Donc, c'est comme si les relations de travail se détérioraient avec le temps, ou du moins tandis que les milléniaux sont peut-être plus enthousiastes par rapport à ça. Mais globalement, ils ont moins de responsabilités, la rémunération est plus faible. Forcément, ils n'ont pas autant de sentiments d'appartenance, mais ils considèrent qu'ils ont une reconnaissance quand même intéressante. Donc, oui, leur indice de bonheur au travail est plus faible, mais c'est beaucoup lié au fait qu'ils sont au début de leur carrière. Donc, mais c'est des résultats qui sont... En fait, les milléniaux ont des résultats beaucoup plus positifs que ce qu'on pourrait penser, qu'on a tendance à penser par rapport à cette clientèle-là. On a une dernière question. Pierre, je vous inviterai à changer de diapositive, s'il vous plaît. Oui. Alors, ça dit, comment peut-on procéder pour avoir l'IBL juste pour notre organisation? Alors, vous avez toutes les informations concernant M. Côté. Et M. Côté, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une offre de service standard. En fait, dans le test
IBLT, il y a 15 questions de base, plus toute la sociodémographie puis la segmentation qui va avec ça. Donc ça, nous, ce qu'on offre ce service-là, c'est nous qui prenons en charge tout ça, qui s'occupons des envois. Vous avez la possibilité d'ajouter dans le prix de base 5 questions additionnelles qui vous sont spécifiques, mais vous pouvez aller jusqu'à 25 questions additionnelles. Donc, si vous voulez avoir un volet encore plus détaillé du climat organisationnel, vous pouvez le faire. Donc, les 25 questions s'ajoutent aux 15 questions de base. Donc, ça, c'est laissé à votre discrétion. Donc, puis il y a un coût pour ça. Il y a une offre de service qu'on peut vous faire, mais le coût pour l'indice de bonheur au travail dans une organisation, ce qui inclut tout ce que je vous ai présenté, incluant 5 questions additionnelles, c'est 7 500 $. Et quand on fait une deuxième mesure, souvent, on va faire une deuxième mesure 12, 18 mois après pour voir, bon, ça a-tu évolué? Est-ce que notre indice de bonheur au travail a baissé, monté? Les facteurs qu'on voulait monter sont-ils montés? À ce moment-là, c'est 50 du coût, 3 500 $. OK. Et une dernière question. Si on va sur le site de IBL, il y a un questionnaire, je crois, qui teste l'indice au bonheur de façon par jour. Est-ce qu'il y a des choses aussi que les gens ou des tests que les gens peuvent aller de façon gratuitement pour tester? Tout est gratuit. En fait, l'indice de bonheur général, l'indice de bonheur léger est gratuit, mais c'est un questionnaire un peu plus costaud qui a une cinquantaine de questions. Le système vous renvoie votre indice de bonheur. Évidemment, on part tout le temps avec l'auto-évaluation que les gens font de leur bonheur, mais le système vous renvoie une évaluation avec des comparables. Il y a l'indice du bonheur au travail, sur lequel, aussitôt vous allez avoir terminé, le système va vous envoyer votre indice de bonheur au travail avec des comparables, et aussi l'indice de l'humeur qu'on a créé récemment parce que l'humeur, ce n'est pas le bonheur, c'est beaucoup plus variable, donc on le calcule à tous les jours. Donc, on arrive avec des indices de bonheur, de l'humeur et des indices de bonheur généraux. Donc, tout ça est sur le site, tout ça est gratuit. Et dans chacun des cas, vous avez votre retour sur comment est-ce que le système vous évalue en fonction de ce que vous avez répondu. Individuellement, donc, et non l'organisation. Individuellement. Parfait. Parfait. Alors, on va clore le webinaire. Merci à tous pour ces questions et votre participation. Merci beaucoup, Pierre, pour votre temps et la qualité de cette présentation. Merci également à chacun de vous pour votre présence. Avant de vous quitter, je tenais également à remercier nos précieux partenaires dont les logos apparaissent à votre écran. Merci, Pierre. Leur implication fait en sorte de permettre au groupe Entreprises en santé de réaliser de grands projets, dont celui de la tournée des régions, tournée des leaders engagés. Vous pouvez aller visiter notre site Internet pour avoir plus d'informations et ça va nous faire plaisir aussi de répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez une ou des questions et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci.